C'est difficile d'être à la fois vegan ou végétalien, mais également sportif ou sportive. Tu t'es déjà demandé de nombreuses fois comment faire pour justement couvrir tous tes besoins de sportif tout en suivant cette alimentation végétalienne qui te tient tant à cœur. Tu étais peut-être déjà familier avec l'alimentation et tu te doutais le jour où tu as décidé de devenir végétalien que ça allait être beaucoup plus compliqué quand tu allais le devenir concernant tes performances sportives et aussi ta santé concernant la nutrition. Mais évidemment, ça te tient à cœur de continuer cette alimentation par rapport à tes valeurs personnelles, mais tu souhaites également améliorer tes performances au sport et aussi rester en bonne santé. Eh bien, ça tombe bien puisque je vais te donner un énorme guide et là, c'est une grosse vidéo où je vais te parler de tous les points à faire attention quand tu es végétalien pour justement éviter les carences, mais également améliorer tes performances sportives. Il faut que tu imagines déjà un profil que je vais parler tout au long de cette vidéo, c'est un petit peu une évolution et c'est une personne qui suit aussi une alimentation végétalienne et cette personne s'appelle Pauline. C'est une sportive, elle fait du crossfit et justement elle souhaite améliorer ses performances, mais ça lui tient aussi à cœur de continuer à suivre ce type d'alimentation et également de rester en bonne santé. Pauline, elle a que 26 ans et c'est pour ça qu'elle ne souhaite pas dégrader sa santé dès maintenant et qu'elle souhaite faire au mieux le plus tôt possible avec son alimentation pour que justement tout puisse bien se passer dans sa vie. Et justement, Pauline, elle est globalement consciente de quelques points avec son alimentation et justement des limites de l'alimentation végétalienne par rapport à certains nutriments qu'on va discuter, mais il y a aussi certains nutriments dont elle est même pas au courant où il y a au final un problème et je vais aussi en parler dans cette vidéo. Mais avant de parler des petits nutriments qui posent plus soucis et je vais évidemment te donner les solutions, eh bien il faut savoir que Pauline, eh bien, elle n'a pas que du mal d'un point de vue de l'alimentation végétalienne si on parle de l'aspect nutriments, de l'aspect performance sportive et de l'aspect santé, puisqu'il y a certains nutriments justement qu'on apporte en de plus grosses quantités et donc c'est plutôt bénéfique. Le premier nutriment, eh bien, sont les fibres. Les fibres, tu en apportes plus quand tu es végétalien et tu apportes souvent au minimum 20 grammes de plus de fibres par jour qu'une personne qui est omnivore, c'est-à-dire que tu peux être facilement autour des 50 grammes par jour contre environ 20 à 30 grammes par jour pour une personne omnivore qui mange plutôt varié. Il a été montré que les fibres, en manger autant, c'est très intéressant pour la santé cardiovasculaire, également pour la satiété et pour le maintien d'un bon poids. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention avec ta tolérance digestive et à ne pas manger trop de fibres pour éviter que tu sois ballonné, que tu aies des petits problèmes et inconforts digestifs, etc. tout au long de la journée. D'autant plus que ces inconforts digestifs-là peuvent être très problématiques s'ils apparaissent durant ou juste avant ta séance de sport. Également, un petit peu lié aux fibres, eh bien, il y a aussi les antinutriments qu'on va apporter en de grosses quantités. Certes, ça peut être problématique pour l'absorption de certains nutriments, parce qu'en fait, il faut que tu vois les antinutriments comme des petites molécules dans l'aliment qui vont justement barrer la route aux nutriments une fois qu'ils sont dans son système digestif, et justement en barrant la route aux nutriments que tu vas absorber, ou du moins à certains nutriments que tu vas de base vouloir absorber, eh bien, tu ne vas pas pouvoir les absorber correctement ou du moins tu ne vas pas en absorber autant que prévu et ça peut avoir des impacts au niveau de tes taux en certains nutriments à long terme. Mais ce qu'on ne parle jamais, parce qu'à chaque fois on parle des antinutriments, oui c'est mauvais, oui ça va te mettre des carences, etc. Et moi-même d'ailleurs j'en parle, eh bien les antinutriments ont aussi été prouvés comme étant bénéfiques pour la santé. C'est-à-dire que ces petites molécules qui bloquent le passage, eh bien même si elles paraissent problématiques à première vue, elles ont aussi des bénéfices et notamment des rôles antioxydants, des rôles liés à l'inflammation, etc. Bref, il y a quand même de bons points par rapport à elle. Et justement, dans une alimentation végétalienne, tu en apportes beaucoup plus généralement. Mais c'est bien de parler de tout ça, mais maintenant on va quand même attaquer le concret et c'est ce qui t'intéresse le plus, et bien ce sont les nutriments au final qui te posent problème. Et il y en a pas mal malheureusement. Déjà la première chose, commençons par la base, et bien c'est l'apport énergétique. Il faut savoir que les personnes végétaliennes généralement consomment moins d'énergie alors qu'elles ont un poids totalement similaire et elles ont toutes les caractéristiques, le sport, l'âge, le sexe, etc. par rapport à une personne omnivore, mais elles ne mangent pas la même quantité énergétique. Et ça, c'est lié à plusieurs choses, mais notamment au fait qu'elles mangent des aliments qui sont plus riches en fibres, comme on vient de discuter, mais également des aliments qui sont moins denses énergétiquement parlant. Souvent, et j'ai bien dit souvent, les personnes végétaliennes font plus attention à leur alimentation puisqu'elles s'y intéressent un petit peu, notamment quand elles deviennent végétaliennes, il y a pas mal de personnes qui se disent « Ok, il faut quand même que je prenne quelques précautions au niveau de l'alimentation » et donc elles ont quelques bases et souvent ces personnes-là sont plus amenées à faire attention à leur alimentation, ce qui veut dire à consommer des aliments souvent moins riches en calories. Et en plus du fait qu'il y a un plus gros apport en fibres, eh bien ça fait qu'au final,
le total d'énergie à la fin de la journée est souvent plus bas, notamment chez Pauline, que chez par exemple une autre fille de son même âge, de son club, le même poids, etc., qui mange cette fois-ci omnivore. Et même si tu pourrais te dire que c'est intéressant parce que ça va aider à garder un bon poids, etc., eh bien le problème c'est que si tu manques quand même beaucoup d'énergie à long terme, eh bien tes performances vont être impactées et il y aura également des impacts sur ta santé à long terme si c'est vraiment chronique et que tout le temps, pendant plusieurs mois, tu manges en dessous de tes besoins. Une des solutions à ce problème, eh bien, ça va être au niveau des céréales, c'est-à-dire que les féculents, par exemple, quand Pauline eh bien, elle va manger des céréales du style des pâtes, du riz, etc., ne pas tout le temps prendre des céréales complètes, c'est-à-dire des céréales riches en fibres, mais aussi prendre des céréales raffinées, comme par exemple les pâtes blanches, le riz blanc, etc. Ça peut paraître contre-intuitif parce que souvent dans les recommandations, on recommande justement de prendre des céréales complètes, mais dans le cas d'une personne végétalienne, eh bien ça peut être intéressant à la fois pour diminuer un peu les fibres, de façon à ce que s'il y a déjà des troubles digestifs, qu'il y en ait moins, et en plus de ça, eh bien c'est souvent plus facile à consommer en d'un peu plus grosse quantité, justement parce qu'il y a moins de fibres, et donc d'apporter plus d'énergie à ton corps. Deuxième chose aussi à mettre en place, eh bien, c'est d'apporter des sauces dans tes repas. C'est-à-dire que les sauces, vu que c'est liquide, souvent c'est très facile à monter en termes de quantité, c'est-à-dire on en met beaucoup, et en plus de ça, ça peut avoir pas mal d'énergie apportée, et donc ça peut être une aide cruciale quand tu cherches à avoir de plus hauts apports en énergie. Dernière chose, il ne faut pas hésiter à jouer avec la texture de tes aliments. Par exemple, si tu as tendance à manger beaucoup de fruits, eh bien, je t'invite vraiment à te diriger vers les compotes, maison ou pas d'ailleurs, puisque ça te permet au final d'être moins rassasié avec la même quantité. Imaginons, tu as une pomme et tu as une compote qui correspond à cette pomme, donc c'est-à-dire que tu as fait de la compote juste avec une pomme, imagine, eh bien, tu vas pouvoir consommer deux compotes comme ça avant d'avoir plus faim, alors que tu as pu manger qu'une pomme en comparaison. Autrement dit, en termes énergétiques, tu auras mangé 2 fois plus d'énergie. Oui, évidemment, il y a un peu moins de fibres dans les compotes, mais encore une fois, je te l'ai dit, tu as une marge. Souvent, tu en manges largement assez, donc il n'y a pas à t'inquiéter là-dessus. Et en plus de ça, ça peut être aussi intéressant pour des efforts sportifs, notamment si c'est dans pas trop longtemps, puisque la compote se digérera beaucoup plus vite et donc ça sera beaucoup plus disponible durant ta séance. Autrement dit, avec ces trois astuces-là, donc c'est-à-dire la première, privilégier aussi les céréales raffinées, on va dire une fois sur deux ou alors une fois sur trois en ce qui concerne tes féculents. Deuxième astuce, c'était vraiment ajouter des sauces dans tes repas pour ajouter des calories facilement. Et troisième astuce, c'était jouer avec la texture de ces aliments pour justement manger plus de calories sans être rassasié trop rapidement. Et avec justement ces trois principes, eh bien normalement le manque énergétique ne devrait plus être un problème. Évidemment, le but n'est pas que tu manges énormément de calories et que ça devienne le problème inverse. Ensuite, deuxième aspect que je voulais absolument parler, et ça c'est un gros problème chez Pauline, eh bien c'est l'apport en protéines. Il faut que tu saches que pour les mêmes besoins pourtant en protéines, eh bien les végétaliens apportent en moyenne par jour 30% moins de protéines que les omnivores. Encore une fois, je parle pour une personne qui a les mêmes besoins, c'est-à-dire qu'un végétalien, imaginons, qui a besoin de 100 grammes de protéines par jour, eh bien, s'il est omnivore, il serait à peu près à 100 grammes, mais par contre, vu qu'il est végétalien, il se retrouve en moyenne environ à 70 grammes par jour. Autrement dit, il lui manque 30%, ou du moins il a 30% en moins que par rapport aux omnivores qui ont souvent un apport qui est totalement correct en protéines. Le problème, eh bien, c'est que le végétalien a autant besoin de protéines pour son corps que la personne omnivore. Que ce soit pour une bonne santé, parce que les protéines, c'est important pour la reconstruction des tissus, donc les os, les muscles, les nerfs, etc. Mais également pour tes performances sportives, et notamment si tu veux augmenter ta force ou même réparer tes fibres musculaires parce que tu as fait un effort d'endurance qui les a perturbées. Enfin bref, j'en passe, mais les protéines sont très importantes et c'est maintenant très reconnu qu'il t'en faut absolument pour ta performance sportive et ta progression sportive. Ici, ce qu'il faut vraiment faire attention, eh bien, ce sont tes sources évidemment de protéines. C'est-à-dire d'avoir tout le temps une source riche en protéines dans tes repas et si tu as plusieurs prises alimentaires, d'en avoir toujours au moins une et dans tes gros repas, d'en avoir même deux pour qu'à la fin de la journée, justement, tu puisses remplir tes besoins en protéines. Pauline aide souvent ce qu'elle a du mal, eh bien, c'est que il y a le tofu, il y a les dérivés du soja, ok c'est bien, il y a les légumineuses, mais c'est assez limité en termes de sources de protéines. Évidemment, tu peux jouer avec tout ça, c'est-à-dire que tu peux essayer de les varier un maximum, pas trop de légumineuses parce que les légumineuses, ça peut vite amener des problèmes digestifs, donc évidemment à modérer. Également le soja, parfois les dérivés du soja, ça peut être tellement riche en protéines que c'est assez lourd, on va dire, à consommer. Donc évidemment, il y a des précautions à prendre et c'est vraiment selon tes propres tolérances personnelles. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant à faire, eh bien, c'est peut-être de prendre une supplémentation en protéines et notamment par exemple
de la protéine de soja en poudre, ça peut être très intéressant puisque cette protéine-là a été montrée comme étant quasiment autant qualitative au niveau des protéines qui la composent que la whey qui est vraiment la protéine en poudre la plus connue et la plus consommée mondialement. C'est exactement comme la whey concernant la protéine de soja, ce sont les mêmes quantités, ce sont les mêmes parts, on va dire, c'est-à-dire que tu as ta scoop, tu vas en ajouter, etc. Bref, ça se consomme de la même manière, c'est juste que là, c'est adapté par rapport à ton alimentation végétalienne. Évidemment, je ne te conseille pas de te jeter directement sur la supplémentation, mais dans le cas de Pauline, eh bien, elle essaie déjà d'optimiser par rapport aussi à sa tolérance digestive et le fait d'ajouter de la protéine de soja une part par jour, c'est-à-dire une scoop de 20 grammes dans son repas du midi, eh bien, ça l'aide à atteindre ses apports en protéines. Évidemment, pour toi, peut-être que c'est différent, peut-être que ça sera un peu plus de protéines en poudre, ou alors peut-être même que tu n'en as pas besoin, puisque si tu fais en sorte d'avoir au moins soit du tofu, soit du soja, soit également des légumineuses, ou alors certaines céréales, bref, d'avoir vraiment un mélange de protéines à chacun de tes repas, d'avoir à la fois la qualité, c'est-à-dire de regrouper par exemple des légumineuses et des céréales, puisqu'elles se complémentent en termes des acides aminés. Parce qu'en fait, il faut que tu imagines que dans les protéines, eh bien, il y a plein de petites billes de différentes couleurs. Et chaque bille, c'est un acide aminé. Et ton corps, lui, il a besoin de toutes les couleurs de billes. Donc ton corps, il ne peut pas synthétiser certaines couleurs. Et donc, il te demande, à travers ton alimentation, d'apporter toutes les couleurs pour que lui, après, avec ces différentes couleurs, il puisse produire des lignées de billes qui correspondent à des protéines nécessaires pour ta survie. Le truc, eh bien, c'est que certains groupes alimentaires manquent d'une couleur. Par exemple, eh bien, les céréales manquent de la lysine, qui imaginons la couleur jaune, et par contre, eh bien, les légumineuses manquent de la couleur violette, qui correspond à la méthionine. Et donc, c'est pour ça que si tu manges des féculents, mais que tu rajoutes aussi des légumineuses dans le même repas, eh bien, elles vont se combiner, et donc, il va y avoir à la fois de la couleur jaune et aussi de la couleur violette, ce qui fait qu'au final, tu auras des protéines dites complètes. Donc, c'est vraiment important que tu aies cette notion-là en tête aussi de la qualité des protéines et pas seulement de la quantité des protéines, même si évidemment la quantité des protéines reste souvent le principal problème chez les personnes végétaliennes. Ok, maintenant on a parlé des principaux constituants, on a parlé de l'énergie, on a parlé d'un macronutriment qui est la protéine, mais maintenant on va parler un petit peu plus des nutriments très précis mais qui ont pourtant aussi un impact sur tes performances sportives et donc qui peut créer aussi de potentielles déficiences à long terme. Premier nutriment, eh bien, c'est la créatine. Si tu fais des sports de force, la créatine évidemment va avoir probablement un impact. Il a été déjà prouvé que chez les végétaliens, la créatine au niveau du muscle et non pas celle au niveau du cerveau qui est la même chez les omnivores et végétaliens, mais au niveau du muscle, eh bien oui, chez les végétaliens, il y en a moins que chez les omnivores. Est-ce que ça a un impact significatif sur la performance? On n'en est pas encore sûr, mais dans tous les cas, ça ne peut pas apporter du bien, on va dire, en termes des performances, et donc c'est peut-être intéressant de te supplémenter. Il faut toujours faire attention au niveau de la supplémentation, puisque pour les véganes et les végétaliens de manière globale, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention si par exemple la supplémentation est prise en petites capsules, que ces capsules ne contiennent pas de gélatine, puisqu'évidemment ce n'est pas vegan. Heureusement, souvent les suppléments, c'est marqué dessus que c'est vegan friendly ou pas, mais je te conseille quand même de lire les étiquettes, et notamment pour la créatine, ça tombe bien, puisque souvent on la prend directement en poudre, donc généralement il n'y a pas trop de soucis au niveau de si c'est possible ou pas d'en prendre en étant végétalien. La créatine, elle est fabriquée à partir de d'autres molécules, donc t'inquiète pas si tu te dis oulala, mais la créatine, ça vient des animaux, etc. Non, la créatine, dans les supplémentations en poudre, vient de d'autres molécules qui est directement synthétisée. Ce ne sont pas des molécules en lien avec des animaux ou quoi. Donc là-dessus, tu n'as pas de souci à te faire. C'est totalement OK pour une personne végétalienne. Au niveau du dosage de la créatine, eh bien c'est simple. 2 à 3 grammes par jour suffisent généralement, c'est-à-dire que il faut que tu prennes au minimum 0,03 grammes par kilo. Donc par exemple, dans le cas de Pauline qui fait 65 kilos, eh bien, tu as juste à faire le calcul et tu es à 1,95 grammes par jour. Autrement dit, si elle prend 2 grammes par jour, ça suffit. Mais si tu veux être sûr, tu peux prendre 3 grammes par jour et ça sera largement suffisant. À savoir aussi, petit aparté, mais que la créatine, ça a certes des rôles dans le corps, mais celui-là, je te l'ai plus donné pour l'aspect performance, puisqu'il y a aussi d'autres nutriments dont je parlerai après, où c'est aussi pour la santé, notamment comme par exemple l'énergie et les protéines dont on vient de parler. C'était vraiment pour les performances, mais également pour la santé. Là, la créatine, c'est vraiment une petite touche pour la performance principalement. Ensuite, on a la carnosine. Souvent, la carnosine, on en a moins chez les végétaliens pour la simple et bonne raison que le facteur limitant, c'est-à-dire la petite molécule dans ton corps qui va limiter la synthèse de cette carnosine. C'est-à-dire qu'il faut que tu imagines que si on reprend l'exemple des billes de tout à l'heure, eh bien, tu dois avoir plusieurs billes pour former une lignée de billes. Et bien, dans le cas de la carnosine, eh bien, elle est formée de 2 grandes billes.
elle nécessite à la fois la bille appelée histidine et également la bille appelée bêta-alanine. Et justement, c'est cette bille bêta-alanine qui est de couleur rouge qu'on manque, et l'histidine qui est de couleur verte, elle est très présente. Donc, autrement dit, tu as un énorme paquet de billes vertes, mais tu es vite à court de billes rouges, ce qui fait qu'au final, la carnosine ne peut pas être produite en de grosses quantités, puisqu'il manque un des ingrédients pour en fabriquer. Le problème, eh bien, c'est que cet ingrédient, qui est la bille rouge et qui est l'ingrédient manquant, est présent dans les sources animales de l'alimentation. Autrement dit, chez les végétaliens, il n'y a quasiment pas d'apport en bêta-alanine. Et même si cette bille rouge est un petit peu produite dans ton corps, eh bien, c'est une quantité vraiment très négligeable et donc tu es vite à court de billes rouges. C'est pour ça qu'une supplémentation en bêta-alanine peut être intéressante, et c'est exactement comme la créatine. Eh bien, déjà, c'est totalement OK pour les personnes véganes. Encore une fois, je t'invite à regarder les emballages quand même pour en être sûr par rapport à qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, parce que les suppléments, on n'est jamais sûr à 100% par rapport à la marque et également à l'industrie, qu'est-ce qu'ils ont fait pour créer le produit tout simplement. Mais de manière globale, ça ne devrait pas te poser de problème. Et aussi pour cet aspect-là, eh bien, la carnosine et la bêta-alanine, justement, le fait de se supplémenter, c'est plutôt pour l'aspect performance que tu peux le faire. Et je t'invite ici plutôt à prendre au début 2 grammes par jour de bêta-alanine et après d'augmenter 2-3 jours après à 3 grammes, puis après d'augmenter à 4 grammes par jour. Et tu restes là-dessus, donc tu divises en plusieurs doses dans la journée. C'est-à-dire que si tu as 2 grammes par jour au début à prendre, eh bien, je t'invite à diviser en minimum 3 doses dans la journée. Ensuite, à 3 grammes par jour, pareil, tu divises en minimum 3 doses dans la journée, et à 4 grammes par jour en 3 ou 4 doses dans la journée pour justement éviter d'avoir des possibles effets secondaires qui est la paresthésie, c'est-à-dire le fait que tu aies des petits picotements dans la peau. Ça n'a pas été montré comme étant problématique pour la santé, mais en tout cas, c'est pas très agréable à ressentir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment diviser la dose pour minimiser cet effet-là. Encore une fois, c'est très intéressant la bêta-alanine pour les performances sportives et notamment pour les sports de combat. Donc à tous les combattants et combattantes qui m'écoutent, la bêta-alanine, c'est vraiment très intéressant de supplémenter et c'est bien plus intéressant que la créatine. Donc vraiment à ne pas hésiter. Encore une fois, pour la bêta-alanine et pour finir dessus, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans une autre vidéo qui sortira d'ici, je pense, quelques jours, quelques semaines. Donc restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on continue tout de suite avec le guide pour que Pauline justement n'ait plus de problème de carence et puisse carrément faire battre les records de performance au CrossFit. Ok, maintenant on va repartir un petit peu dans des nutriments un petit peu plus axés santé, et le premier c'est la vitamine D. Pourquoi est-ce qu'on en manque? Eh bien parce que dans l'alimentation, les sources de vitamine D, c'est surtout les poissons gras, donc par exemple le saumon, la truite, le maquereau, le hareng et j'en passe. Et ça évidemment on n'en consomme pas dans une alimentation végétalienne. Oui, il y a un petit peu de vitamine D dans les champignons, puisque les champignons sont capables aussi d'en synthétiser, mais c'est très très minime et je ne pense pas que tu manges des champignons tous les jours à chaque repas. Évidemment, la solution, eh bien, c'est de prendre de la vitamine D. Et d'ailleurs, pour te le dire, même moi, en étant omnivore, eh bien, c'est impossible d'avoir suffisamment de vitamine D à travers seulement mon alimentation. On en a besoin aussi à travers le soleil d'en synthétiser. Le problème, c'est que tu sois végétalien ou non, eh bien, quand c'est l'hiver, il n'y a pas de soleil, ou du moins il y en a moins. Et donc, l'alimentation ne peut pas tout faire. Autrement dit, la supplémentation en vitamine D, c'est pas du tout un truc de végétalien, c'est vraiment un truc qui concerne une énorme partie de la population. Mais évidemment, le truc tricky que tu dois te dire, eh bien, c'est que la vitamine D, souvent la supplémentation, ça vient justement de produits animaux et notamment d'huile de poisson, des choses comme ça. Ici, j'ai une solution pour toi et heureusement, la technologie avance et il y a une nouvelle vitamine, une nouvelle sorte de vitamine qui a fait ses preuves et qui semble être très intéressant d'un point de vue absorption et d'un point de vue effet bénéfique en fait pour le corps. Et c'est la vitamine D qui provient du lichen. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le lichen, mais en fait, il faut que tu te rappelles que, par exemple, au niveau sur le goudron ou alors même au bord des fenêtres, etc., il y a souvent des petites taches à moitié, on dirait de la petite mousse, mais vraiment très très fine. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle du lichen. Et le lichen, c'est un végétal qui est justement en symbiose, on appelle ça, avec les champignons, etc., généralement. Donc si en gros tu vois pas ce que c'est que la symbiose, eh bien c'est un petit peu comme si tu avais une collaboration entre deux entités. Et justement, eh bien c'est un petit peu un trafic, c'est-à-dire qu'il y a le lichen qui va te dire ok, toi je te donne telle molécule, et du coup en face, la personne avec qui il collabore, eh bien, il va se dire ok, merci pour cette molécule parce que j'en ai besoin et je n'ai pas la capacité d'en produire moi-même. Et du coup, bah, en échange de cette molécule, eh bien, je te donne une autre molécule que cette fois-ci, l'autre ne peut pas synthétiser lui-même. Autrement dit, c'est un échange de bons procédés. Et du coup, bah, le lichen peut produire notamment de la vitamine D, ou du moins c'est possible d'en produire à partir du lichen. Et c'est une supplémentation qui est assez nouvelle, mais qui est, je pense, disponible. Donc, tu as juste à t'informer
vitamine D lichen et je pense que tu devrais trouver, puisque sinon il existe également la vitamine D2 qui existe et qui est aussi possible à prendre pour les personnes végétaliennes, mais elle est moins intéressante d'un point de vue qualitatif que la vitamine D du lichen. Au niveau du dosage, ici, je ne donnerai pas de valeur parce que ça dépend beaucoup de la vitamine D que tu vas recevoir, de la marque également. Il y aura toutes les informations sur le supplément que tu vas prendre. Donc ici, tu n'as pas trop à t'inquiéter. On continue maintenant avec la vitamine B12. La vitamine B12, je pense, c'est vraiment le nutriment quand tu deviens végétalien ou végétalienne. Tu sais directement que tu ne vas pas en avoir parce qu'on en parle énormément et évidemment, ça ne fait pas exception dans cette vidéo. La vitamine B12, Pauline, elle a déjà pris les précautions, elle a déjà pris une supplémentation en vitamine B12 et elle a raison parce que la vitamine B12, globalement, c'est très compliqué d'en avoir si tu ne te supplémentes pas. Pour donner quelques chiffres, il faut savoir que 50% des végétaliens et végétaliennes manquent de B12. Et pourquoi est-ce que c'est pas si haut que ça? Eh bien parce que la vitamine B12, tu es officiellement déficient ou déficiente en vitamine B12 environ 3 à 5 ans après avoir commencé à ne plus en consommer. La raison est très simple, tu as un petit peu de stock, tu as quelques grammes pour être plus précis de stock dans ton corps de vitamine B12 et vu que tes besoins en vitamine B12 se comptent en microgrammes par jour, eh bien évidemment si tu n'en apportes plus, ton corps va prendre dans tes réserves. Donc, il faut vraiment que tu imagines les petites molécules de ton corps en train de creuser à l'appel ton stock de vitamine B12. Sauf qu'en fait, ce stock est énorme par rapport aux besoins que tu as par jour. Et ça fait que ça va mettre 3 à 5 ans de vider totalement ce stock. Et après ça, évidemment, tu n'en as plus du tout. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'attendre 3 à 5 ans en te disant « Oh, ça va, j'ai de la marge, j'ai mon stock, donc je peux ne pas en prendre tout de suite. » Non, évidemment, l'idée, c'est d'en prendre directement. Et là, c'est vraiment de la supplémentation puisque même si certaines céréales de petit déjeuner, etc., sont un peu fortifiées, donc c'est-à-dire un petit peu enrichies en vitamine B12, eh bien souvent, ce sont des quantités extrêmement faibles qui ne vont pas du tout t'aider à couvrir tes besoins quotidiens. La vitamine B12, au niveau de la supplémentation, c'est un marché extrêmement réputé, extrêmement approfondi, puisque c'est très courant pour les personnes végétaliennes de devoir en prendre. Donc là-dessus, je pense que tu n'as pas trop de soucis au niveau de qu'est-ce qui est disponible, de qu'est-ce qui est bien. Tu as juste un petit peu t'informer. Fais juste attention aux soi-disant pseudo-vitamines B12, comme par exemple les vitamines B12 venant des algues, etc. Parfois, ça peut être pas du tout de la vitamine B12 de qualité, donc fais bien attention à lire les avis, à voir que c'est une marque qualitative. Donc ne prends pas non plus tout et n'importe quoi, juste parce que ça semble être plus naturel ou j'en sais rien. Autre nutriment, et celui-ci va surprendre Pauline, eh bien, c'est qu'elle manque probablement d'oméga 3. Et souvent, ça surprend les végétaliens et végétaliennes. Puisque généralement, eh bien, vu qu'on mange plus de végétaux, certains végétaux comme par exemple les graines, les noix, etc. sont riches en oméga 3 et souvent on se dit mais qu'est-ce que tu racontes? Je mange plein d'aliments riches en oméga 3, il y a même des chances que j'en mange plus que les omnivores. Et sur papier, oui, ça sonne vrai. C'est-à-dire qu'en termes de quantité, tu manges plus d'oméga 3 que les omnivores. Mais ce que Pauline, elle ne sait pas, eh bien, c'est que la qualité des oméga 3 dans les aliments d'origine végétale n'est pas du tout la même que la qualité des oméga 3 dans les aliments d'origine animale. Les oméga 3, on en retrouve dans les poissons gras, oui, encore une fois les poissons gras, donc saumon, etc. Et ces oméga 3-là sont sous forme de DHA et EPA, alors que la forme d'oméga 3 dans les végétaux sont sous forme d'ALA. Pour t'expliquer grossièrement qu'est-ce qui se passe dans ton corps, eh bien imagine que tu as ton ALA, tu as ton EPA et tu as ton DHA et tu vas consommer les trois. Eh bien concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Eh bien, ce qui se passe dans ton corps, c'est que les trois vont suivre le processus digestif et une fois qu'ils vont être absorbés, eh bien, le DHA et le EPA vont être utilisés par ton corps directement puisque ce sont un petit peu les formes finales d'oméga 3. Mais le ALA, lui, justement, veut devenir, c'est-à-dire qu'il voit un petit peu le DHA et le EPA comme un idole, comme quelqu'un qui l'inspire. Et donc, le ALA, lui, il veut devenir comme eux, c'est-à-dire qu'il veut devenir soit comme le DHA, soit comme le EPA. Et c'est pour ça qu'il va devoir suivre des conversions et qui va devoir se convertir en DHA et en EPA. Le problème est bien souvent quand il y a une personne qui souhaite devenir comme son idole, eh bien il y en a très peu qui y arrivent. Du moins, c'est pas possible de devenir exactement comme son idole, mais du moins de réussir à accomplir des choses comme on l'avait imaginé, eh bien très peu y arrivent parce que ça demande beaucoup de persévérance. Eh bien c'est exactement la même chose pour le ALA, c'est-à-dire que sur 100 ALA qui vont vouloir devenir comme le DHA et le EPA, eh bien il y en a que 5, voire même 8 qui vont arriver à devenir comme le DHA et le EPA. Et c'est ce qui se passe dans ton corps. Autrement dit, la conversion du ALA en EPA ou en DHA est extrêmement mauvaise chez l'homme. Et ça fait que même si tu manges des grosses quantités d'oméga 3 d'origine végétale, donc c'est-à-dire de l'ALA, eh bien il y en aura très peu au final qui sera vraiment sous forme finale, c'est-à-dire de EPA ou de DHA dans ton corps pour réellement faire
les effets des oméga 3. La solution à ce problème, elle est très simple. Déjà, ne commence pas, soi-disant, à manger moins d'aliments riches en oméga 3 parce que ça ne sert à rien. C'est faux parce que, encore une fois, les végétaliens et végétaliennes, souvent, ont quand même de bons taux d'oméga 3, mais c'est juste qu'ils ne sont pas supérieurs à ceux des omnivores et il faut savoir que les omnivores, de base, n'en consomment pas assez. Donc, ce qu'il faut que tu fasses à la place, c'est que tu continues à manger ces sources d'oméga 3, mais qu'à côté, tu te supplémentes en oméga 3, ou du moins tu manges des aliments qui sont aussi fortifiés en oméga 3. Tu as juste à regarder sur les emballages. Globalement, s'il y a marqué oméga 3 et s'il y a marqué enrichi en oméga 3, eh bien c'est enrichi en oméga 3. C'est d'ailleurs connu avec la margarine qui est enrichie en oméga 3. Évidemment, si les aliments enrichis, tu sens que ça ne va pas être assez, eh bien tu peux te supplémenter. Il y a par exemple des oméga 3 qui viennent des microalgues, qui est carrément possible d'en prendre et souvent ça a une biodisponibilité qui est très intéressante. Ici, au niveau des oméga 3, eh bien, il faut savoir que pour la population générale, souvent, il y a des taux qui sont assez faibles et qui ne sont pas suffisants. C'est comme la vitamine D. Et ça va avoir un impact sur la santé, mais également sur les performances sportives. Puisque les oméga 3, eh bien, ça a été énormément recherché et on sait que ça a des effets bénéfiques pour la santé, mais également chez les sportifs et sportives. Donc, c'est pour ça que Pauline a été très surprise d'apprendre qu'elle n'avait pas assez d'oméga 3, mais elle va carrément en bénéficier puisque en apporter plus va beaucoup privilégier ses futures performances au CrossFit, mais également sa santé. Bon, je sais que ça commence à être long, mais il reste pourtant 5 nutriments. J'ai envie de dire qu'on a presque fait tous les principaux, mais je pense qu'il y en a un notamment qu'on va parler bientôt, où tu te dis, mais pourquoi il n'en a pas déjà parlé? Mais avant de parler de celui-là, eh bien, on va d'abord parler d'un nutriment qui est beaucoup moins discuté chez les végétaliens et végétaliennes, mais pourtant qui peut aussi poser problème. Et c'est la vitamine B2. Il faut savoir que la vitamine B2, une des principales sources de vitamine B2 chez les gens, eh bien, ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers, on n'en apporte pas en tant que personne végétalienne. Et donc, ce qui est important ici, eh bien, c'est d'essayer de prendre des laits végétaux qui sont enrichis en vitamine B2. Ici, pas besoin de prendre de supplémentation. Je pense que je t'en ai déjà assez parlé de la supplémentation. Je te l'ai dit pour la créatine, la bêta-alanine, la vitamine D, les oméga 3, la vitamine B12. Je pense que tu en as aussi assez marre des supplémentations et d'ailleurs je suis assez d'accord parce que je ne suis pas le genre de personne de base à vraiment recommander la supplémentation. Mais là, pour le coup, en tant que végétalien et végétalienne, si tu souhaites vraiment apporter un maximum à ton corps pour être en bonne santé et avoir de bonnes performances sportives, c'est pourtant nécessaire de le faire. Mais du coup, pour la vitamine B2, ça ne sert à rien de te jeter sur un supplément. Ici, avoir justement un lait végétal qui est enrichi en vitamine B2, eh bien, c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, tu peux le faire ça assez facilement. Et c'est aussi possible de retrouver justement cet enrichissement, pas que dans les laits végétaux, mais également dans les céréales par exemple, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est regarder l'emballage, regarder au niveau du petit tableau avec souvent marqué les protéines, les lipides, etc. Et si c'est enrichi, eh bien c'est simple, c'est marqué en bas, par exemple, vitamine B2, 2 points, et c'est marqué 1,2 mg au 100 g. Eh bien, s'il y a marqué ça, ça veut dire que c'est enrichi en vitamine B2. Évidemment, souvent, c'est aussi marqué sur le paquet. Donc là, au moins, tu seras sûr que c'est réellement enrichi en vitamine B2. Globalement, il n'y a rien d'autre à faire à part ça, mais en fait, ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et justement de faire en sorte que chaque jour, tu aies au moins 1 ou 2 aliments dans ton alimentation qui est justement enrichi en vitamine B2 pour en apporter suffisamment à ton corps. Ensuite, autre nutriment, on a aussi l'iode. L'iode, pareil, Pauline n'était pas au courant et pourtant c'est une grosse erreur puisque l'iode, on en trouve seulement dans les aliments qui sont en contact avec la mer, autrement dit les poissons, les fruits de mer. Et on en retrouve aussi dans le lait de vache puisque la vache justement est capable aussi de produire de l'iode et va justement le transférer dans son lait. Autrement dit, les produits laitiers souvent ont un petit peu d'iode. Mais encore une fois, en tant que végétalien, eh bien, on ne consomme pas tout ça. Et du coup, ici, l'option, encore une fois, pas besoin de supplémentation, mais l'option ici, ça va être de consommer du sel riche en iode. Seule chose à faire attention ici, eh bien, c'est de ne pas abuser du sel. C'est-à-dire qu'au début de la vidéo, je t'ai parlé notamment d'ajouter des sauces dans tes repas pour améliorer ton total énergétique de la journée. Et souvent, les sauces, malheureusement, sont riches en sel. Donc, ça te fait déjà un apport en sel dans la journée. En plus de ça, eh bien, il y a certaines choses que souvent font les personnes plus végétaliennes, eh bien, c'est qu'elles ajoutent un maximum d'épices, etc. à leur repas, ce qui est très bien, mais aussi ce sont des personnes souvent qui ajoutent beaucoup de sel à leur repas. Autrement dit, parfois l'apport en sel est très élevé chez ces personnes, et ça, on sait que c'est mauvais pour la santé. Problème d'hypertension, problème cardiovasculaire, bref, c'est pas encore sûr à 100%, mais il y a de grosses corrélations entre le fait d'avoir des problèmes cardiaques et d'avoir consommé énormément de sel dans toute sa vie. Mais heureusement, il y a une solution, et la solution est extrêmement simple, c'est que dès que tu comptes ajouter du sel dans tes repas, ajoute du sel iodé. C'est pas compliqué de trouver du sel iodé, tu as juste à aller en magasin, tu cherches. Moi par exemple, j'ai du sel iodé La Baleine, je crois que c'est ça la marque. Enfin bref, tu en trouves vraiment partout.
et c'est tout simplement marqué en fait sur l'emballage, c'est-à-dire que tu as ton pot de sel, si c'est marqué iodé dessus, eh bien c'est que c'est iodé, il n'y a pas à te poser plus de questions. Donc globalement, ce que Pauline doit faire, eh bien c'est que maintenant quand elle consomme ses repas, quand elle fait ses meal prep pour justement ces prochains jours, eh bien c'est qu'elle ajoute un petit peu de sel iodé dans chacun de ses plats de façon à ce qu'elle puisse apporter assez de iode tous les jours. Autre nutriment dont il fallait absolument parler, j'en ai un petit peu parlé de manière indirecte, eh bien c'est le calcium, puisque depuis tout à l'heure je parle que les produits laitiers on n'en consomme pas, et évidemment le calcium, eh bien il faut que tu saches, pour information, que chez les omnivores, 70% du calcium de la journée provient seulement des produits laitiers. C'est-à-dire que chez les végétaliens, au moins 70% du calcium qu'apporte une personne lambda qui consomme une alimentation plutôt équilibrée ne va pas du tout être apporté. Et peut-être que les 30% restants, eh bien, il y a une partie du calcium qui vient aussi d'aliments qui ne sont pas possibles de consommer dans une alimentation végétalienne. Autrement dit, oui, il faut absolument que tu manges plus de calcium. Mais comment faire? Encore une fois, là, la supplémentation est plus optionnelle. Tu n'es pas obligé d'en prendre une, mais ça peut être aussi intéressant dans certains cas. Mais avant ça, je vais quand même t'expliquer les méthodes pour justement faire sans la supplémentation. Il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de légumes qui sont riches en calcium. Le problème, eh bien, c'est qu'il y a des antinutriments dedans qui empêchent l'absorption de ce calcium. C'est les fameuses petites molécules qui bloquent le passage aux nutriments et notamment au calcium. Et cet antinutriment qui lui bloque le passage, c'est ce qu'on appelle l'oxalate. L'oxalate, on en a beaucoup dans certains légumes qui sont riches en calcium, comme par exemple les épinards, mais pas que. Mais heureusement, eh bien, il y a certains légumes où le taux d'oxalate est beaucoup plus faible, ce qui fait que l'absorption du calcium dans ces aliments-là est bien meilleure. Globalement, les 3 meilleurs aliments qui sont riches en calcium et qui sont également pauvres en oxalate de manière globale, eh bien, ce sont les brocolis, ce sont également les bok choy qu'on appelle, et également les choux. Ces aliments-là vont te permettre d'apporter beaucoup de calcium sans apporter trop d'oxalate, ce qui va également pouvoir aider ton calcium à être bien absorbé. Évidemment, ce n'est pas tout, parce que déjà, je me doute que tu ne vas pas manger que du brocoli, du chou ou alors du bok choy tous les jours pour justement avoir assez de calcium. Donc, il faut que tu mettes d'autres choses en place. Deuxième chose en place, eh bien, c'est quand tu manges des légumes qui sont justement riches en calcium, fais en sorte de les cuire. Le calcium n'est pas sensible à la chaleur, c'est-à-dire que le fait de cuire un aliment riche en calcium ne va pas le faire diminuer en calcium. Mais par contre, l'oxalate, lui, est plutôt sensible au chaud. C'est-à-dire que ces petites molécules qui bloquent le passage, eh bien, si tu commences à augmenter la température, eh bien, elle va être beaucoup moins active. Elle va être même carrément plus là du tout. Autrement dit, le taux d'oxalate, par exemple, dans des épinards cuits vs des épinards crus, n'est pas du tout le même. Et donc, l'absorption du calcium dans des épinards cuits vs des épinards crus sera bien meilleure. Et enfin, troisième chose à mettre en place pour le calcium, c'est encore une fois de consommer des aliments enrichis en calcium. Et ici, les laits végétaux font tout leur sens. C'est-à-dire que tu peux trouver des laits végétaux qui sont à la fois enrichis en vitamine B2, également un petit peu de vitamine B12, même si encore une fois je te conseille de la supplémentation en plus pour vraiment assurer le coup, et en plus de ça enrichi en calcium. Globalement, les laits végétaux qui ont au moins 100 mg de calcium au 100 g, donc tu verras ça sur l'emballage, c'est vraiment à titre indicatif, souvent ce sont des bons laits, c'est-à-dire qu'ils vont t'apporter une bonne quantité de calcium, et là au moins ça te permettra à la fin de la journée, si tu consommes au moins une part, on va dire, de lait végétal par jour, de maximiser tes chances d'avoir suffisamment de calcium. Encore une fois, Pauline, elle est sportive, elle fait des sports à impact, c'est-à-dire que le crossfit, il y a des impacts. Tes os, ils ont besoin de beaucoup se remodeler, ce qui fait que ces besoins de calcium sont encore plus élevés que chez une personne lambda qui ne fait pas de sport. C'est pour ça que vraiment, elle doit mettre en place ces 3 choses-là, et si ça ne suffit pas, eh bien, faire une supplémentation à côté. Les 2 meilleures formes de supplémentation en calcium, c'est le citrate de calcium ou alors le bicarbonate de calcium, qui sont vraiment les 2 meilleures formes, les 2 mieux absorbées, les pas trop cher, on va dire, parce qu'il y a plein de supplémentations qui sont ultra chères, mais pourtant la forme est moins bonne que les formes basiques qui sont moins chères. Je pense que le meilleur exemple, c'est vraiment la créatine. Mais voilà, globalement, ne pas hésiter à supplémenter en calcium, même si je conseille quand même d'avoir un avis médical pour la supplémentation en calcium, parce que c'est quelque chose qui est moins courant, mais c'est quelque chose qui demande aussi un avis médical dans le côté où si tu te supplémentes trop en calcium, ça peut t'amener notamment avec des calculs rénaux ou d'autres problèmes de santé que tu ne veux pas avoir non plus. Maintenant, il ne reste plus que 2 nutriments et là, je vais enfin parler du nutriment, je pense que tu attends littéralement depuis le début de la vidéo. Et d'ailleurs, je pense que Pauline l'attend aussi. C'est le fer. Oui, le fer, même en étant végétarien, on en parle beaucoup, mais alors en étant végétarien, c'est encore une autre histoire. Déjà, il faut savoir que c'est principalement les femmes, dont notamment Pauline, qui sont déficientes en fer et le fait d'être végétalien, évidemment, ça n'arrange rien. Plus de 50% des femmes manquent de fer et là ici je parle pour la population globale.
Donc, je te laisse imaginer pour les végétariennes. Donc, je te laisse imaginer pour les végétaliennes. Bien que les légumineuses et d'autres aliments apportent du fer dans une alimentation végétalienne, eh bien, c'est du fer qui est non héminique. Autrement dit, c'est du fer dit végétal. Le problème, eh bien, c'est que le fer végétal, c'est comme les oméga 3. C'est pas une histoire de conversion dans le corps, c'est pas une histoire d'idole, mais là, c'est vraiment une histoire d'absorption. C'est un petit peu comme les files d'attente juste avant de prendre l'avion. Il y a un petit peu la petite file première classe où les personnes partent directement dans l'avion dès que c'est ouvert. Autrement dit, ils attendent à peine 5 minutes et ils sont directement dans l'avion posés tranquilles. Mais par contre, si tu es dans la dernière classe, donc dans la classe économique, eh bien, tu es l'énorme file et donc tu dois attendre énormément de temps avant d'entrer dans l'avion. C'est très long, c'est très chiant. Et en plus de ça, eh bien souvent, c'est un petit peu long de te poser dans l'avion parce qu'il y a tout le monde qui est en train de mettre ses valises. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour le fer. C'est-à-dire que le fer héminique, c'est un petit peu la première classe. Mais le fer non héminique, c'est un peu la classe éco. Et donc, ça fait que tu mets énormément de temps à arriver dans l'avion. Mais surtout, est-ce que tu vas passer dans l'avion? Parce que oui, on ne se pose pas cette question quand on prend l'avion, mais le fer non héminique, lui, il se pose vraiment la question. Parce qu'il y a une très petite quantité de fer non héminique qui va réellement être absorbée. Pour donner des chiffres, environ 20% du fer héminique est absorbé contre seulement 4% du fer non héminique. Autrement dit, si tu veux avoir la même absorption, eh bien pour par exemple 1 gramme de fer consommé, qui correspond à peut-être une bouchée de bœuf, eh bien il te faudra 5 grammes de fer non héminique pour avoir la même absorption et pour avoir la même quantité au final dans ton corps, qui correspond à environ une centaine de grammes de lentilles. Autrement dit, une assiette de lentilles ne vaut pas un steak haché. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes, c'est malheureusement la vérité. Je ne parle pas ici d'écologie, je n'ai pas envie de rentrer dans le sujet de l'écologie, que le steak c'est pas bon, etc. Je parle seulement ici de la valeur nutritionnelle pour te faire rendre compte que le fer, c'est compliqué d'en avoir de base, mais quand tu es végétalien ou végétalienne, c'est encore plus compliqué. Les industries essayent d'enrichir certains aliments, comme par exemple les céréales de petit déjeuner et autres, en fer pour justement aider ce type de population en carence de fer à en avoir un peu plus. Mais encore une fois, ça ne résout pas tout et c'est pour ça que là, pour celui-là, vraiment, je te conseille vraiment d'aller voir un médecin et de demander si la supplémentation est intéressante ou pas à faire. Il y a malheureusement 2 problèmes ici. Premier problème, eh bien déjà, c'est que les analyses pour savoir si tu es en déficience ou pas de fer ne sont pas forcément les meilleures. Du moins, ça dépend des laboratoires, mais du moins, parfois, elles sont mal faites ou du moins, on ne se focalise pas sur les bons marqueurs. J'ai pas envie de dire que les personnes ne savent pas faire leur travail, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qui est encore recherché à l'heure actuelle et on a remarqué que souvent les analyses sont faites trop rapidement ou alors pas assez de facteurs pour vraiment déterminer s'il y a réellement une déficience en fer ou pas. Et encore une fois, je ne parle pas ici d'anémie, je parle d'une déficience en fer, ce qui peut arriver sans être anémique. Et deuxième problème, c'est que la supplémentation en fer, même si c'est une solution, il faut absolument la faire avec des conseils de dosage et un avis médical personnalisé, puisque ça peut vite devenir toxique si on ne fait pas les choses correctement. La toxicité en fer, je dirais même qu'elle est plus problématique que la déficience en fer, donc vraiment à faire attention, et c'est pour ça que ce n'est pas une supplémentation que tu décides de faire de toi-même, comme par exemple la vitamine D, la créatine ou j'en sais rien qui, elle, ne pose pas trop de soucis si tu le fais puisqu'il n'y a pas de danger. Et du coup, je voulais finir sur le dernier nutriment de cette liste. Ce n'est pas le nutriment le plus important, mais je voulais quand même l'ajouter. Eh bien, c'est le zinc. Le zinc, ça peut arriver qu'on en manque aussi en étant végétalien, puisque souvent les sources animales, comme par exemple le poulet, sont de très bonnes sources de zinc et donc forcément, on n'en a pas en étant végétalien. Le zinc aussi, il a un petit peu son petit ennemi, c'est-à-dire son petit antinutriment, sa petite molécule qui lui bloque le passage, et cette fois-ci, c'est le phytate. Le phytate, on en trouve beaucoup dans les céréales, et c'est pour ça que c'est super important, si tu es du genre à consommer énormément de féculents, mais quasiment pas de légumineuses, que tu n'inverses pas la tendance, mais que tu essayes un petit peu d'équilibrer les choses. Encore une fois, tu le sais maintenant, et Pauline aussi le sait maintenant, la qualité des protéines déjà, c'est important, et c'est pour ça que tu dois à la fois avoir des féculents, mais aussi des légumineuses dans un même repas pour avoir des protéines complètes, mais en plus de ça, les légumineuses apportent souvent plus de zinc que les céréales pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup moins de phytate dedans et que parfois il y a aussi déjà de base de meilleurs taux de zinc dans certaines légumineuses. Les légumineuses, globalement, pour que je te donne un chiffre, il faut au moins que tu en consommes 2 à 3 fois par semaine si ce n'est plus. Encore une fois, là c'est vraiment une question de tolérance digestive personnelle puisque c'est souvent la principale inquiétude autour des légumineuses. Et s'il faut se supplémenter en zinc, je dirais que non, mais encore une fois, si tu as un doute, n'hésite pas à faire des bilans sanguins pour savoir si tu es déficient ou pas en zinc. Mais en tout cas, la seule chose que je tiens à préciser par rapport à ce qu'on a parlé juste avant, c'est que si tu prévois, on va dire, de faire un repas riche en zinc, donc par exemple avec beaucoup de légumineuses et d'autres aliments peut-être où tu t'es documenté qui sont riches en zinc
et que tu vas mettre dans ton repas, eh bien de ne pas te supplémenter en fer si par exemple tu as maintenant le droit de te supplémenter en fer, de ne pas prendre ta dose de fer au même moment. Parce qu'en fait, le zinc et le fer, c'est un petit peu des rivaux et ils n'arrivent pas trop à se mettre d'accord quand ils sont absorbés au même moment. Et c'est-à-dire que ça va être un petit peu comme un ring. Autrement dit, il y a un des deux qui va être KO et l'autre qui va vraiment gagner. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'absorption. Autrement dit, si tu consommes une grosse quantité de fer en même temps qu'une assez grosse quantité de zinc, eh bien, soit le zinc ne va pas être absorbé ou soit le fer ne va pas être absorbé. Autrement dit, ça va résoudre qu'à moitié ton problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était un énorme guide. Maintenant, Pauline a toutes les clés en main, en tout cas, pour vraiment être la meilleure au niveau du CrossFit, pour améliorer ses performances sportives, mais également faire attention à sa santé, tout en continuant à suivre son alimentation végétalienne et à garder ces valeurs qui lui sont précieuses à travers son alimentation. Et ça tombe bien parce que maintenant, toi, tu peux faire exactement de même grâce à cette vidéo. Bon, il faut savoir là que j'ai vraiment délivré énormément de valeurs. J'aurais pu carrément en faire un cours et d'ailleurs, j'ai déjà fait un cours sur un petit peu ce sujet-là il y a de nombreux mois. Et là, je t'ai vraiment donné tout ça gratuitement. Évidemment, il y a encore des choses à faire de manière personnalisée, c'est-à-dire que je ne pouvais pas te donner exactement quoi faire parce que je ne te connais pas. Mais encore une fois, si tu souhaites être suivi de manière personnalisée par moi et qu'on souhaite vraiment prendre un maximum en main ton alimentation végétalienne pour maximiser ta santé, mais aussi tes performances sportives, eh bien, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis. Sinon, je t'invite vraiment à mettre tout ça en pratique. Encore une fois, un nutriment par un nutriment, n'essaye pas de tout mettre en pratique dès le début, ça va être assez compliqué, mais vraiment, choisis les nutriments où tu penses où tu as le plus de marge de progression à faire, fais-les un par un, et après tu enchaînes et comme ça au moins petit à petit ton alimentation sera beaucoup mieux structurée. Et sinon je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.